Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce 13 européen. Donc voici le sommaire. L'Union progressiste Le Renouveau de la commune de Bantais, dans la 9e circonscription électorale s'agrandit. Le parti a enregistré l'adhésion d'une Amazone et d'un jeune leader de la commune. La cérémonie d'adhésion s'est tenue en présence de plusieurs cadres et leaders politiques. Les nouveaux adhérents promettent jouer leur partition pour l'émergence du parti dans la zone. Ensuite, dans le 4e arrondissement de Cotonou, le quartier d'Edopo se conforme aux recommandations faites par le préfet du littoral. Lors de sa dernière descente, les espaces publics occupés par les commerces sont libérés. L'insalubrité décriée par Alain Orunla et sa suite laisse place à une berge lagunaire mieux entretenue. Constat des lieux un mois après, reportage à suivre dans un instant. Et puis enfin, un vent nouveau souffle sur le ministère en charge des sports. Le ministère a procédé à l'élaboration et la validation des documents de politique. L'acte premier, celui de la rédaction, a été effectif ce jeudi au Palais des Congrès. Il s'est agi pour les intelligences mises ensemble de réévaluer les 10 documents et de les valider. Et voilà pour le sommaire de ce 13 européen. À nouveau bonjour et merci de nous rejoindre. La famille Union progressiste Le Renouveau de la commune de Bantais, dont bien entendu la 9e circonscription électorale s'agrandit. Le parti a enregistré l'adhésion d'une Amazone et d'un jeune leader de la commune. Bien entendu, la cérémonie d'adhésion de ces derniers au parti Baobab a eu lieu en présence de plusieurs cadres et leaders politiques de la 9e. Les nouveaux adhérents promettent de jouer leur partition pour l'émergence du parti dans la zone. Les images de cette sortie politique sont commentées par Clément Achadi. Un week-end bien chargé pour les militants et leaders du Parti Union progressiste Le Renouveau de Bantais de la 9e circonscription électorale. Samedi, la ville du pays de Pac de Terre était le théâtre d'une bonne nouvelle pour cette formation politique avec l'entrée officielle d'un poids lourd de la commune de Bantais dans la famille Baobab. Il s'agit de Jacqueline Benafa Laouro qui, pour des raisons d'éthique et de conviction politique, tourne définitivement dos au parti du cheval gagnant le bloc républicain. À ses côtés, elle avait Wahab Bakari qui lui aussi rejoint désormais le parti UFIS. Déclaration d'adhésion du ministre couronné, jeune femme militante engagée, députée et autres leaders du parti. Donc, chers camarades, vous êtes la bienvenue à l'Union progressiste. Au nom du président, nous recevons votre déclaration. Et sachez désormais que le Baobab est votre maison. Je juge que c'est le meilleur choix. Je le fais par conviction et surtout pour soutenir l'action du chef de l'État qui encourage la jeune féminine et la promotion de l'emploi pour les jeunes. À cette déclaration officielle, l'ensemble des militants et leaders du parti Baobab ont exprimé leur allégresse avec l'arrivée de Jacqueline Benafa Laouro, qui selon eux est une dame engagée, prête et capable de défendre la cause de la rupture du président Patrice Talon à Bantais. En témoignent ses réalisations au plan social et religieux depuis quelques années. Nous les accueillons les bras ouverts et c'est ensemble que nous aurons ces 4 députés. Leur force de mobilisation est de haut vol. C'est donc de grands enfants qui paraissent à l'UPR Bantais ce jour. Nous sommes séduits par tout ce que le chef de l'État fait. Parce que depuis un temps, notre pays, nos villes, nos communes deviennent de plus en plus très aménagées. Et nous avons l'intention de participer à cette belle œuvre. Avec cette nouvelle adhésion de 2 personnes dévouées et déterminées à voir les œuvres de développement du président Patrice Talon se réaliser dans la commune de Bantais, le parti Union progressiste Le Renouveau peut se targuer d'avoir eu de gros morceaux de la politique pour atteindre ses objectifs dans la zone et dans la 9e circonscription électorale. Cette union sacrée est aussi scellée pour ratisser large au soir des législatives de 2023.
Accroître les recettes fiscales par un leadership efficace et une bonne gouvernance d'entreprise, c'est le thème du 4e dialogue politique de haut niveau, bien entendu, du Forum des administrations fiscales ouest-africaines. C'est une rencontre qui réunit à Cotonou pendant 2 jours les spécialistes de la fiscalité de la sous-région. Il s'agit pour les participants de réfléchir sur les méthodes innovantes pour améliorer la qualité des recettes fiscales et partager les données et expériences entre les États de la CEDEAO. La cérémonie est placée sous la tutelle du ministère béninois en charge de l'économie et des finances. Voici le compte-rendu. Ici réunis les spécialistes de l'administration fiscale de la sous-région. Au cœur de ce 4e dialogue de haut niveau, la question de l'accroissement des recettes fiscales par un leadership efficace et une bonne gouvernance d'entreprise au sein des États membres de la sous-région. C'est une réunion stratégique qui se penche sur les défis nouveaux à l'ère du numérique pour améliorer la qualité des recettes fiscales afin de pouvoir accompagner les États de l'Afrique de l'Ouest dans leurs projets et programmes prioritaires de développement. Mon souhait est que la présente rencontre soit également une occasion de partage d'expériences entre administrations fiscales sœurs afin de renforcer nos capacités de mobilisation des ressources fiscales. Ce dialogue qui s'ouvre aujourd'hui se veut être une plateforme d'échange, d'idées et de pratiques pour la formulation des politiques régionales solides pour l'Afrique de l'Ouest afin de mieux positionner nos administrations fiscales grâce à un leadership efficace qui pose des bases organisationnelles pour les fonctionnaires fiscaux de demain. Dans leurs interventions respectives, le secrétaire exécutif et le président du Forum des administrations fiscales ouest-africaines insistent sur l'importance du leadership et de la bonne gouvernance pour atteindre les objectifs escomptés. Ils sont rejoints par la représentante de la Banque africaine de développement qui met, elle aussi, un accent particulier sur la qualité de l'administration fiscale. Un message qui ne passe pas inaperçu auprès des autorités béninoises. Oui, c'est le moment plus que jamais pour nous de prouver que la fiscalité reste et demeure un outil puissant, fondamental pour le développement des États de l'Afrique de l'Ouest. Nos administrations fiscales se doivent donc de déployer des stratégies innovantes pour le renforcement de la capacité de recouvrement de leurs recettes fiscales. Au total, 7 communications vont meubler les assises de Cotonou. Elles portent pour la plupart sur la bonne gouvernance, le cadre de contrôle administratif et législatif, la promotion de l'éthique et la promotion des meilleures pratiques des entreprises en matière fiscale. Une délégation de la Banque ouest-africaine de développement était ce mercredi dans la cité de Wedo. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi, conduite par le président Serge Ekwe. Elle est allée vérifier le niveau d'avancement des travaux de construction des logements socio-économiques en cours. La délégation était également sur le site de la zone industrielle de Glodjibé. Voici les images de leur descente avec Ingrid Didé, Moufi de Sabour. C'est une journée très chargée pour ces membres de la Banque ouest-africaine de développement. Accompagnée du président de l'institution financière, Serge Ekwe, la délégation s'est rendue dans un premier temps à Wedo sur le site qui abrite les logements sociaux et économiques. Son objectif, s'enquérir du niveau d'avancement de la construction de ces logements. Il s'agit ici d'un projet de 10 849 logements sur les 20 000 prévus par le gouvernement béninois et financé par la Banque ouest-africaine de développement à environ 100 milliards de francs CFA. Le plus important pour nous, comme BOA d'institutions de développement, c'est l'impact sur les communautés, l'impact sur l'emploi, sur les jeunes, les femmes et tout cela. Et nous avons été très impressionnés. Le projet qu'on a vu ce matin de construction de logements sociaux, vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de femmes déjà qui travaillent là-dedans. Et après, il y a les logements qui vont être au bénéfice de la population. Après l'étape de Wedo, la délégation de la Banque ouest-africaine de développement a mis le cap sur le site de la zone industrielle de Glodjibé où il lui a été présenté la maquette du site et ses vocations. Étendue sur 1640 hectares,
Ce site, dont les activités ont démarré en avril 2021, a déjà à son actif 36 investisseurs. La BOAD est un partenaire très important pour nous dans le cadre du développement de la zone économique spéciale de Glodjigbe. Notre intérêt en faisant venir la BOAD, c'est de leur montrer ce que nous sommes en train de faire et de les inciter à nous accompagner davantage dans le financement des différentes unités de transformation qui vont s'installer au sein de cette zone économique spéciale de Glodjigbe. Notre ambition, bien évidemment, vous savez, c'est d'accélérer le développement industriel de notre pays, donner de l'emploi à l'ensemble des jeunes, assurer la qualification des jeunes et faire en sorte que notre pays se développe. La BOAD vient d'approuver un peu plus de 10 milliards pour un projet d'une société textile. À partir, donc, le coton, la matière première, vous savez, c'est un pays producteur de coton, très important. À partir de cette matière première, nous allons pouvoir produire le textile et le textile va être consommé ici. À l'issue de ces échanges, la délégation a eu droit à une visite guidée du site de la zone industrielle de Glodjigbe. Une visite aussi riche en informations. Voilà donc pour le compte rendu de cette descente de jeudi 29 septembre au samedi 1er octobre 2022 se tiendra dans la salle des fêtes le Majestic à Cotonou la foire des produits des organisations bénéficiaires du programme de partenariat, bien entendu, de la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique et le gouvernement du Bénin à travers le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi. En prélude à cet événement, les organisateurs ont animé une conférence de presse pour informer le peuple béninois et les différentes parties prenantes des objectifs et des différentes activités prévues à cette foire, réservée à une cinquantaine de promoteurs d'entreprises. Le compte rendu de Ouliat Sanoussi et d'Eron Pévi. Au cœur de cette conférence de presse, la foire des produits des organisations bénéficiaires du programme de partenariat entre l'USAIDF, entendez Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique et le gouvernement du Bénin. Un rendez-vous d'affaires et d'opportunités prévu à Cotonou du 29 septembre au 1er octobre 2022. Nous sommes arrivés à une phase où les entreprises sont très bien produites, de très bonne qualité de produits, mais malheureusement sont dans des milieux ruraux où les acheteurs potentiels professionnels n'ont souvent pas accès à eux. Et donc l'objectif fondamental, c'est de pouvoir les déplacer de leur lieu de production pour les mettre en relation avec les acheteurs professionnels. Et ceci va leur permettre de développer la notoriété et l'image de marque de leur entreprise. C'est vraiment important parce que c'est une opportunité unique pour eux d'abord de mieux se positionner sur le marché et d'améliorer leur visibilité sur le marché. Maintenant, par ailleurs, il y a aussi d'autres qui seront là, qui ne pourront pas amener leurs produits, mais qui pourront parler de leurs produits, surtout quand il s'agit des coopératives. Et c'est ça qui explique aussi cette foire réservée, qui n'est pas réellement pour le grand public, quand bien même ils sont invités. C'est beaucoup plus dans une stratégie de B2B. Le partenariat USAIDF signé en 2005 est une convention de cofinancement entre les États-Unis d'Amérique et le Bénin à travers le ministère des PME. Chaque partie apporte par année une contribution de 250 millions de francs CFA. Mais au renouvellement de l'accord et sur instruction du président Patrice Talon, la contribution a été doublée, passant de 250 à 500 millions en vue d'impacter plus de cibles. Ainsi, de 2016 à 2021, 41 subventions ont été accordées pour 2025 PME. Aujourd'hui, notons que tout le partenariat se situe au niveau de tout le territoire du Bénin. Il n'y a pas cette commune qui est restée sans être impactée. Et nous sommes allés même jusqu'aux arrondissements, bien sûr. Et la subvention, c'est entre $100 000 et $250 000. Et en CFA, la contribution, c'est entre 50 millions et 125 millions. C'est un partenariat vraiment alléchant. Pourquoi je le dis? À ce jour, le partenariat nous a permis du moins de créer près de 11 616 emplois au Bénin ici. Au cours de cette foire qui vise à aider les entreprises à prospecter de nouveaux marchés et rencontrer de nouveaux clients, plusieurs produits phares seront à l'honneur, notamment le manioc, l'anacarde, l'ananas, le fonio, le karité sous leur forme dérivée et brute. Il y aura 50 exposants, mais derrière ces 50 stands, il y a des unions, il y a des groupements d'entreprises, des communes.
nous sommes à leur disposition pour les mettre en contact avec ces entreprises dans l'atelier B2B que nous organisons le 29 septembre. C'est une opportunité de mise en relation avec les sources d'approvisionnement. Au programme de la foire USADF Bénin, il est prévu des panels de discussion sur la qualité des produits des entreprises, les problèmes de marché, les stratégies utilisées par les PME, des ateliers de mise en relation et des expositions par les promoteurs eux-mêmes. Je voulais annoncer en titre, le quartier d'Edopo, dans le 4e arrondissement de Cotonou, se conforme aux recommandations faites par le préfet du littoral. Lors de sa dernière descente, les espaces publics occupés par les commerces sont libérés. L'insalubrité décriée par Alain Oronla et sa suite laisse place à une berge lagunaire mieux entretenue. État de d'Edopo, plus de mois après le constat désolant des autorités territoriales du département. C'est un reportage de William Cliquant. De un visage bien récent de d'Edopo, celui que présentait encore ce quartier du 4e arrondissement de Cotonou en début du mois d'août dernier, ayant nécessité une descente du préfet du littoral. Le préfet était même venu pour les dégager, mais il a encore préféré leur donner un délai d'1 mois. Le délai d'1 mois a pris fin le 1er septembre passé. Il y a quelques-uns qui ont commencé par libérer la berge. Quelques jours après le moratoire d'1 mois donné par l'autorité préfectorale, les lieux connaissent un changement remarquable. Entre-temps, les différentes autorités locales ont sensibilisé les occupants des emprises publiques. Elles ont aussi conduit des campagnes de salubrité. Depuis ce jour-là, donc, on a commencé par mobiliser les gens. Donc les gens de Madrid, là, ils ont rangé les madriers dans la maison. Donc la voie est libre maintenant. Berge lagunaire. Donc aussi, les gens qui ont les magasins là, ils ont nettoyé et puis le sable sur la voie est dans les magasins. Mais à cause de l'eau là, donc on nous a dit d'attendre d'abord. Après, si l'eau s'en va, il va refaire ça, ça ira bien plus que avant. L'aménagement a commencé et suit son cours. Le défi, c'est de maintenir la propriété telle que voulue par le préfet. Quand je vois tous les vents, les ruelles de d'Edopo vers la lagune, c'est propre. Et ça continue de jour en jour, il y a des changements. Comme l'a voulu l'autorité, nous avons donné un coup de balai à la berge. Le résultat est bien perceptible. Le résultat escompté n'est pas encore total. Le travail avec les riverains continue. Il y a encore quelques têtus qui traînent encore les pas, mais nous aussi, on ne sera pas fatigués. On sera derrière pour que nous libérions définitivement cette berge. Parce que, vous savez, le gouvernement a un projet pour les berges de Cotonou. Les commerçants de bois, principaux acteurs de cette berge, sollicitent l'aide de l'État pour un octroi de domaine pouvant servir d'entrepôt. Notre doléance se résume en ceci, qu'on nous attribue des domaines consacrés comme des entrepôts de bois. Je supplie l'État de nous doter de sites. Nous sommes aussi citoyens de ce pays. En attendant les mesures définitives d'aménagement de la berge lagunaire, d'Edopo opte pour un nouveau visage, une vue globale moins répugnante. À présent, nous allons vous embarquer dans une aventure. Ce n'est pas du tourisme, mais à la découverte d'un quartier de la commune d'Abomey-Calavi où les habitants de ce quartier peinent à vivre, manque d'eau et d'électricité, problème d'inondation en temps de pluie. Et il s'agit de Djekpota. Nous sommes bel et bien à Abomey-Calavi, aujourd'hui commune à statut particulier. Voici le reportage de Ali Momoni et de Rompevi. Cet espace est un ancien site de dragage de sable. Juste derrière se trouve Djekpota, un quartier de l'arrondissement de Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi. Ici, il y a au total 4 carrières, dont 2 à l'entrée du quartier. Depuis l'installation des structures en charge des opérations, les populations de Djekpota vivent une nouvelle réalité, l'inondation. Nous avons 4 sites de dragage qui entourent Djekpota, vous voyez, et par l'exploitation qu'ils font là, ça fait qu'ils bouchent les couloirs naturels de circulation d'eau
si bien que l'eau nous envahit dans les maisons. Vous voyez la rue qui est derrière moi là, c'est une rue qui n'était pas inondée, il n'y avait pas de l'eau. Mais depuis qu'ils ont fermé là où l'eau doit passer, l'eau nous envahit. À notre descente sur le terrain, tout le monde nous ouvre ses portes. Chacun veut montrer les difficultés qu'il rencontre. Cette dame, par exemple, a insisté pour que nous filmions la cour de sa maison inondée. Les rues sont pleines d'eau et enfants et adultes sont contraints de jouer les batraciens. Donc nous bloquer nous activité gégé on mène bousson fait malgré malgré ça si on tout pour mais gégé tout pour louer donc. Face à ce phénomène d'inondation, les populations pointent de doigt un promoteur en particulier. Selon les informations glanées sur place, celui-ci ne serait pas ouvert à la discussion. Plus loin, il y a une autre carrière, un site qu'un promoteur gère, et ici il a installé un dallo pour permettre la circulation fluide de l'eau. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Celui-ci, en s'installant, a bouché, il a pris sa fourchette pour boucher le passage de l'eau. Mieux, il a installé sa manne financière dans la cuvette, ce qui doit permettre, ce qui a obstrué le passage de l'eau, et c'est ce qui a même provoqué l'inondation. Mais toutes les tentatives que nous avons menées, nous avons voulu aller dans une approche participative et conciliante, mais il a refusé, il nous a rejetés. Bon, on s'est rapproché d'eux pour qu'ils puissent nous aider à trouver solution. Bon, au début, ça a été très dur. Ce n'est que la dernière fois, quand on s'est soulevé, on avait ras-le-bol, que le promoteur qui est à côté, il est venu avec une pelle et il est arrivé à déboucher une buse et on a eu ce soulagement-là. Mais ce n'est pas suffisant. Le problème d'inondation est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. À Djekpota, la population souffre déjà le matin avec le manque d'eau potable et d'électricité. Pour avoir cette matière indispensable à la vie, elle est obligée d'aller jusqu'au quartier voisin pour s'approvisionner. Comment peut-on comprendre que le liquide vital, aujourd'hui, nous n'en avons pas? À Djekpota, il n'y a pas de l'eau courante. Et vraiment, c'est le matis, surtout en période d'inondation, en période de crue, quand on souffle le matis. Vous allez voir le déferlement des bidons jaunes par-ci, par-là, et c'est le quartier qui est à côté. C'est là qu'on va s'approvisionner en eau potable. Il n'y a pas de l'eau de la Soneba Djekpota. Il n'y en a pas. C'est seulement des gens qui ont essayé avec le forage. Mais l'eau de forage, vous savez, c'est impropre à la consommation. Et quant à l'électricité, l'option récurrente ici est le prolongement des fils électriques sur de longues distances. Conséquence, des toiles d'araignée formées un peu partout dans le quartier, ce qui n'est pas sans séquelles. Nous sommes à 1,5 km de la route inter-État Cotonou-Lomé. Il n'y a pas de l'électricité. L'électricité qu'il y en a, c'est que c'est récemment un projet d'ABEM. On a demandé, on a dit que c'est un projet d'ABEM, mais qui n'est pas allé à son bout. Aujourd'hui, sur les 230 hectares environ que compte Djekpota et qui est peuplé d'habitations, de maisons, de ménages, j'allais dire, à peine le 1/8 a de l'électricité. Alors qu'il y a une fille du nom de Bossou Naomi Marina, revenait du cours du soir vers 18h. Elle était sur la voie, mais ne voulant pas traverser l'eau, elle était obligée de marcher par équilibrisme. Et elle a chuté. Dans sa chute, elle voulait par réflexe attraper les ailes. Quand elle est allée attraper le fil électrique, et il y a eu une mort subite. Aujourd'hui, les maux dont souffrent les populations de Djekpota sont nombreux. Après les multiples sollicitations des autorités locales et communales, elles en appellent désormais à la bienveillance de l'exécutif.
Sport à présent, un vent nouveau souffle sur le ministère en charge des sports et à l'initiative le détenteur du portefeuille Osvaldo Meki qui rêve grand et vise loin en ligne de mire l'élaboration et la validation des documents de politique du ministère des Sports. L'acte premier, celui de la rédaction, est effectif et ce jeudi au Palais des Congrès, il s'est agi pour les intelligences mises ensemble de réévaluer les 10 documents et de les valider. L'exercice a duré 24 heures et les travaux ont été officiellement lancé par le ministre des Sports. On fait le point avec Hakime Ousseini, Elvis Tonouin. Pour le présent et pour la postérité, l'actuel locataire du département des Sports, de la jeunesse et des loisirs Osvaldo Meki s'investit et plus encore dans une démarche participative et inclusive. Au Palais des Congrès, l'émulation est saine, la réflexion intelligente et les participants très aguerris sont en mission républicaine. 3 documents de politique du ministère des Sports élaborés et soumis à contribution l'instant d'une journée. Quand nous avons reçu les premiers documents, nous les avons partagés à un certain nombre d'acteurs, des acteurs qui n'étaient pas forcément dans les différents comités de travail et qui ont enrichi ces différents documents de leur réflexion, de leur contribution. À ma connaissance, il y a eu un peu moins de 500 contributions sur l'ensemble des 3 documents. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est valider ces documents et surtout écouter encore chacun de vous sur les éventuels amendements, les éventuelles contributions. C'est à l'évidence un chantier d'envergure dont l'aboutissement tel amorcé restera gravé dans le marbre de la ligne directrice en matière de sport, de jeunesse et de loisirs au Bénin. La commission cheville ouvrière de l'élaboration des 10 documents dont le directeur de la programmation et de la prospective porte la parole a abattu un travail colossal ainsi qu'il en décline quelques axes stratégiques. Je disais d'entrée que nous avons retenu 2 volets, juste la vision et les orientations stratégiques. Par rapport à la vision, nous avons procédé par élimination et ce qui est retenu pour aujourd'hui, qu'on soumet également à validation aux critiques de l'ensemble des acteurs, c'est qu'à l'horizon 2030, le Bénin doit disposer dans toutes les disciplines sportives une organisation efficace de compétences techniques avérées et de ressources matérielles et financières suffisantes pour se hisser au rang des grandes nations sportives. En attendant les derniers drafts des réflexions des 3 groupes de travail, ce participant se fait rassurant sur l'impact que produiront ces documents de politique du ministère des Sports. Regardez dans notre pays, nous avons eu 2 chartes avant. Il faut les corriger. Et si nous voulons réellement suivre le chef de l'État dans sa démarche de faire du Bénin une grande nation sportive, nous devons codifier tout ce que nous allons faire. C'est vrai, on ne va pas inventer la roue, réinventer la roue. Les choses existent déjà. Mais il faut que dans notre pays, nous puissions avoir des tests auxquels nous devons nous référer. Est-ce que vous voyez? Passé la phase de l'élaboration, pour celle en cours de la validation, les documents de politique du ministère des Sports sont attendus en Conseil des ministres et plus tard au Palais des gouverneurs. Et voilà, c'est la fin de ce 13h au Bénin, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. À 16h, retrouvez votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien, bon week-end à vous et à très bientôt.